bienvenue sur Monaco Info. C'est mercredi et comme tous les mercredis, nous recevons notre invité de la semaine. Cette fois-ci, nous serons aux côtés du directeur de l'Institut océanographique. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, retour sur cette conférence dédiée à la demi-sœur d'Anne Frank, auteure du célèbre journal. Nous reviendrons sur une nouvelle exposition proposée au cœur de la galerie Ribolzi. Et enfin, nous irons à la rencontre de Guido Kunz, un athlète de l'extrême. Et ouvrons ce journal avec du sport en basket. La fin de saison régulière se rapproche pour la Roca Team. Lors de la 30e journée de Jeep Elite, Monaco a battu hier Toulon 92-70 mardi soir. Un reportage de Frédéric Elion. Le Final Four de Ligue des Champions à Athènes est déjà dans toutes les têtes, mais la Roca Team a fait le boulot mardi soir à Gaston Médecin contre hier Toulon. Un match des extrêmes entre le leader monégasque et un HTV, lanterne rouge du championnat. Après 3 mois d'absence, l'amiral est de retour à la barre du navire rouge et blanc. Amarassi inscrit le premier panier du match, très actif dans le premier quart-temps. Il termine la rencontre avec 15 points et 4 rebonds. Chris Evans, 3 interceptions dans le premier quart-temps, conclut en altitude et avec style, 23-19 à la fin du premier quart-temps. Le HTV reste à distance respectable grâce à sa réussite longue distance. 5 paniers à 3 points inscrits dans le deuxième quart-temps, avec notamment un très bon Cowells, 20 points. Monaco accélère juste avant la pause. Robinson, 20 points, 5 passes décisives, 4 interceptions. Et Chris Evans gratifie le public de Gaston Médecin de 2 actions top 10, 49-39 à la mi-temps. Hier, Toulon n'abdique pas et inflige un 11-2 au Monégasque au retour des vestiaires. Gros dunk de Fofana. Cowells est toujours aussi adroit, 51 partout. Dans le sillage d'un Robinson toujours aussi intenable, Monaco rehausse le ton en défense. Alley-oop Robinson pour Evans. Puis Amarassi monte au dunk avec autorité. Monaco vire devant 70-60, puis déroule dans le dernier quart-temps, 92-70 pour la Roca Team. On est très content de cette victoire, on savait que ce serait difficile. C'est une équipe très talentueuse, même si leur classement ne le montre pas. Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent mettre 20 points. Après leur bonne entame de deuxième mi-temps, on a réussi à bien les contrôler. Retour à présent sur cette conférence donnée en plein cœur de l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco par la demi-sœur d'Anne Frank, auteure du célèbre journal. Les détails dans ce reportage. Elle a commencé à parler de l'Holocauste et de son temps passé à Auschwitz dans les années 80. Depuis, Eva Schloss ne cesse de cultiver un devoir important, celui de la mémoire. Elle a connu Anne Frank en Hollande avant que toutes deux ne soient déportées. Après les camps en Pologne et la mort de son amie, la mère d'Eva et le père d'Anne Frank se marient. Ils ont perdu leurs conjoints qui ne ressortent pas vivants des camps. Anne devient donc la demi-sœur posthume d'Eva. J'ai rencontré Anne quand nous avons déménagé à Amsterdam en 1940. Nous avions toutes les deux 11 ans. Les enfants descendaient dans la rue pour jouer et un jour, une petite fille s'est approchée, s'est présentée. Elle était nouvelle et il s'agissait d'Anne Frank. Bien sûr, à cette période, on ne savait pas, elle non plus d'ailleurs, qu'elle allait devenir si connue après la guerre pour avoir rédigé son journal. Parler au grand public et échanger avec les jeunes générations sont essentiels pour Eva, afin de permettre de ne pas oublier et de faire comprendre que les horreurs et les crimes perpétrés à Auschwitz, notamment, ne doivent pas se reproduire un jour. Quand je suis sortie d'Auschwitz en 1945, je sentais qu'il fallait que je communique. Mais je me suis aperçue que beaucoup de gens n'étaient pas prêts à entendre. Partout, des êtres humains avaient souffert et certains disaient « Oui, nous avons vécu des choses terribles, mais il nous faut recommencer à vivre. » Plus jamais ça, c'est en tout cas ce que nous voulions et espérions tous. Plus de discrimination, plus de guerre. Mais malheureusement, il y en a eu d'autres, donc il ne faut jamais cesser de communiquer sur les horreurs des conflits et des dangers de discriminer. Les conférences tenues par cette rescapée et survivante d'Auschwitz permettent ainsi d'entendre des témoignages concrets, poignants et bouleversants, car inhumains,
mais malheureusement bien réel. Coup de projecteur à présent sur cette nouvelle exposition proposée par la galerie Ribolzi. Les post-war masters sont à l'honneur. Comprenez les maîtres de l'après-guerre, un univers très coloré à découvrir jusqu'au 26 mai prochain. Sandrine Nègre a pu rencontrer Adriano Ribolzi. Nous avons rassemblé un groupe de plus importants artistes de cette époque, donc de l'après-guerre, spécialement italiens, mais même les étrangers ont travaillé avec la même idée avec les Italiens. Et de chaque artiste, on a essayé d'avoir les œuvres de la meilleure période et des chefs-d'œuvre. Donc c'est une exposition qui a pris beaucoup de temps à la rassembler. Et je crois qu'elle a un certain intérêt même historique. Les œuvres, j'allais dire, sont très diverses. On voit d'ailleurs qu'il y a différents formats. Oui, nous avons une dizaine d'artistes. Donc les noms les plus importants de cette époque. Et des pièces rares, je dis, parce que par exemple Fontana, qui est très connu par ses fans, nous avons des céramiques qui sont très très rares. Et de Melotti, qui est très connu pour ses sculptures très minces, etc., nous avons des céramiques très rares. Et donc c'est ça l'intérêt peut-être de l'exposition. Andy Warhol est aussi représenté. Évidemment, il fait partie, voilà, il n'est pas italien, évidemment, il a beaucoup travaillé en Italie, mais ça fait partie de cette mouvance des gens qui ont cassé les codes, qui ont trouvé de nouveaux chemins pour s'exprimer. L'athlète de l'extrême allemand Guido Kunz revient d'un périple à vélo dans lequel il a transporté 50 kg de fèves de cacao d'Équateur à la côte des Caraïbes en Colombie. L'objectif est de promouvoir la culture et le commerce durable. Après avoir atterri au Portugal, il a rejoint son pays d'origine, l'Allemagne, à vélo et a fait escale en principauté. Christina Thomel l'a rencontré, nous l'écoutons. Die Idee, die ist entstanden, als ich mit meinem Sohn in einen Kaufladen gegangen bin. Avec mon fils, un jour, on est allé acheter une tablette de chocolat Milka au supermarché et on l'a payé seulement 39 centimes. On s'est demandé comment c'était possible que ce soit aussi peu cher. On a donc essayé d'acheter tous les composants de cette tablette séparément et cela revenait bien plus cher. Un ami chocolatier m'a alors confié que c'était des cochonneries qui se trouvaient dans ma tablette Milka. C'est ainsi qu'est née cette idée de la route du chocolat. Je voulais montrer comment on fabrique du vrai cacao. On a vécu une aventure extraordinaire. On est parti d'Équateur en vélo, on a relié la Colombie, on a ensuite pensé pouvoir traverser l'océan Pacifique, mais ça n'a pas été possible à cause d'un problème technique. On a donc pris l'avion pour Lisbonne et maintenant, nous voilà ici. Nous avons rejoint à présent notre invité de la semaine. J'ai à mes côtés le directeur de l'Institut océanographique, Robert Calcagno. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir en plein cœur du musée océanographique. Et oui, sur la terrasse du musée océanographique, entouré de nos nombreux visiteurs. Alors, nous allons revenir plus précisément sur ce film documentaire Corail, cœur de l'océan. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne vraiment à l'origine du projet. Il est né, il me semble, à l'occasion d'une visite d'État en République des Philippines. Oui, tout à fait. Et l'idée est née un petit peu avant, même lorsque le souverain nous a demandé de travailler, de réfléchir au lancement des explorations de Monaco. Et donc, cette première exploration sur les récifs de Tubata aux Philippines, c'est en quelque sorte une épreuve, une mission précurseur pour les explorations de Monaco. Et comme les explorations de Monaco, il y a la partie exploration sur le terrain et puis la partie, est-ce qu'on peut l'appeler exploration diplomatique, mais oui, la visite officielle du souverain en République des Philippines, reçue par le président Aquino Bequinho. Cette expédition a finalement permis au souverain de mettre en lumière l'importance des aires marines protégées.
Oui, tout à fait. Donc nous sommes sur cet engagement du souverain de développer les aires marines protégées. Et en fait, ces récifs de Tubata en pleine mer de Sulu sont un des premiers exemples, et un exemple réussi d'un parc marin. En fait, ils l'appelaient comme ça à l'origine. Aujourd'hui, on dit aires marines protégées. Ces récifs de Tubata sont protégés depuis plus de 30 ans maintenant, et c'est pratiquement un véritable paradis sous-marin. Alors pour revenir sur ce film documentaire, une cause qui vous tient particulièrement à cœur, on voit notamment le souverain poser des balises sur des tortues. Quels sont les enjeux de l'opération ? Alors c'était vraiment le début de l'engagement de Monaco, du souverain, de l'Institut océanographique pour la protection des tortues marines. Nous avions identifié que les tortues marines étaient une espèce sentinelle, on pourrait aussi appeler une espèce baromètre. Par le fait qu'elles naissent sur la plage, qu'elles vont se déplacer, faire des milliers de kilomètres, se nourrir, risquent d'avaler du plastique, risquent de se retrouver dans des filets de pêche, et puis qu'elles retournent pondre, les tortues subissent un petit peu tous les malheurs que nous faisons subir aux océans. Et donc si les océans vont bien et sont en bonne santé, les tortues marines vont bien et sont en bonne santé. Cela fait plus de 30 millions d'années qu'elles se développent en bonne santé dans les océans. Si nous faisons souffrir les océans, les tortues marines disparaissent. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons développé cette étude sur les tortues marines. Or, nous connaissons peu de choses. Nous savons où elles sont nées, où elles reviennent pondre, en général à la même plage, mais entre-temps, on ne sait pas où elles vont. Et donc, grâce aux techniques de transpondeurs satellitaires, nous pouvons maintenant les suivre. Et effectivement, le souverain a posé, a collé 2 transpondeurs satellitaires, un sur une tortue verte et un autre sur une tortue imbriquée, pour essayer de mieux comprendre. Est-ce qu'elles restent dans les récifs de Tubata ou est-ce qu'elles vont au Japon ou en Australie? On souhaite le savoir. Et on aura évidemment les résultats très prochainement, j'imagine. Alors aujourd'hui, d'ores et déjà aujourd'hui, vous pouvez suivre les tortues marines sur notre site internet. Ah, ça, c'est important. Mais par contre, pour l'instant, elles sont restées dans le récif de Tubata. Elles ne sont pas parties pour une longue migration. Alors à la fin du reportage, on découvre des enfants locaux. Est-ce que c'est important de faire passer ce message finalement aux générations futures ? Alors toujours le même message. Nature et humanité, homme et océan. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc dans une exploration, nous avons une partie nature, nous avons une partie diplomatique et nous avons systématiquement une partie contact avec la population. Et là, nous avons cette aire marine protégée de Tubata, qui est à peu près 100-150 km d'un petit village perdu au milieu de la mer qui s'appelle Cagayancillo. Et dans le temps, les pêcheurs de Cagayancillo allaient pêcher et peut-être surpêcher dans les récifs de Tubata. Et ils se sont aperçus qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus de poissons. Et donc, il y a un équilibre qui s'est passé entre Tubata, qui est protégé, et cette petite île, ce petit village de Cagayancillo, où Tubata, qui est en bonne santé, sert un peu de pépinière, de nurserie. Donc les poissons vont se reproduire à Tubata et ils refont faire un tour à Cagayancillo où les pêcheurs locaux peuvent les prendre, les pêcher et nourrir leur famille avec. C'était très important pour le souverain de venir expliquer cela, mais aussi de venir apporter des équipements de plongée aux enfants, de leur apprendre à plonger avec un masque et un tuba, et aussi de leur montrer ces fameux récifs de Tubata avec notre système de vidéo 360 degrés. Leur réaction était absolument formidable et très touchante à voir. Il est important de souligner, Monsieur Calcagno, que ce film a été primé. Oui, tout à fait. Après une présentation en avant-première au sein même du musée océanographique, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, nous donnons bien sûr l'exclusivité première à Monaco Info, mais nous avons pu montrer ce film dans des festivals.
et notamment le festival de l'image du monde sous-marin, le festival international de l'image du monde sous-marin qui s'appelle Galatea. Et nous avons eu la belle surprise de voir que ce film avait gagné le prix spécial de l'environnement. Alors ceci est intéressant parce que grâce à ce prix, nous avons pu signer un contrat de distribution internationale et donc ce film va être repris et diffusé dans de nombreuses chaînes internationales. On peut dire finalement que cette expédition renoue vraiment avec les explorations du prince Albert Ier. Et voilà, c'est le début, on renoue avec, on se rappelle ce que faisait le prince Albert Ier et on prépare les explorations du prince Albert II. Robert Calcagno, merci pour cet éclairage, c'était un plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup Vanessa. Quant à nous, nous quittons sur la météo suivie de ce film documentaire intitulé Corail, cœur de l'océan. Alors surtout restez avec nous. Très bonne soirée à tous sur Monaco Info. Guerre de changement pour les prochains jours, temps couvert jeudi même si le soleil fera de timides apparitions en fin de journée. Les températures seront stationnaires, il fera 15 degrés le matin et 19 l'après-midi. Le soleil arrivera enfin à percer vendredi et nous fera gagner quelques petits degrés. Même cas de figure samedi, avec un ensoleillement maximal. La présence de quelques nuages ne gâchera en rien l'effet de beau temps. Mais cette amélioration sera de courte durée puisque des averses sont annoncées sur la Côte d'Azur à partir de dimanche. Le mercure sera en baisse. Il fera 17 degrés au meilleur moment de la journée de lundi et de mardi.